La maison au silence. Il y a des maisons qui protègent et d'autres qui observent. La maison des Morel fait partie de la deuxième catégorie. Escalier central, mur blanc. Tout ici est pensé pour laisser passer la lumière. Mais cette nuit-là, la lumière n'entre plus. Il est exactement 2h17 du matin. La pluie frappe contre les vitres comme une insistance. Le vent fait gémir la cheminée. Une horloge égrène les secondes dans le salon. Et au centre du tapis crème, Élise Morel, allongée sur le sol immobile, une blessure nette, unique, pas de lutte prolongée, pas de coups multiples. Un mouvement unique, calculé, elle n'a pas eu le temps de crier. La violence n'a duré quelques secondes. À l'étage, son fils de 3 ans est éveillé. Il est assis sur son lit. Il ne pleure pas. Il regarde la porte. Il a entendu quelque chose. Un choc. Des voix étouffées. Un souffle court. À 3 ans, on ne comprend rien. Mais on comprend la peur. Un vase renversé, mais intact. Le salon semble trop ordonné. Une chaise déplacée, mais parfaitement stable. Un coussin posé au sol, soigneusement. Le couteau est sur la table basse. Pas tombé. Posé. Aligné avec le bord. Quelqu'un a essuyé la lame, mais oublié la rainure du manche. Sous les ongles d'Élise, des fibres textiles foncées, un fragment de peau et un cheveu blond. Camille est blonde, la nounou, et ses cheveux sont partout dans la maison. Marc Morel descend l'escalier quand les secours arrivent. Pieds nus. Chemise propre. Visage fermé. Il dit qu'il dormait dans le bureau, qu'il faisait chambre à part depuis 6 mois. Il affirme avoir entendu un bruit sourd. Puis plus rien. Il dit avoir découvert le corps. Mais il ne regarde jamais Élise. Jamais. Il regarde les policiers. Les murs. Le sol. Ses mains tremblent légèrement. Seulement quand on évoque l'amant. Marc savait. 2 semaines plus tôt, il découvre un message effacé. Une promesse de départ. Élise voulait partir. Elle avait retiré 20 000 € la veille et avait vu un avocat. Marc dit ne rien savoir. Dans son bureau, un verre de whisky à moitié vide, une serviette humide dans la salle de bain, une chemise roulée dans la poubelle. Dans le siphon, une trace rougeâtre. Marc explique qu'il s'est coupé en se rasant. Mais il n'a aucune coupure. À 1h58, son téléphone s'active. Il consulte la météo. Pourquoi vérifier la pluie en pleine nuit? Il répond qu'il ne trouvait pas le sommeil. Et quand on lui demande comment Élise est morte, il murmure seulement « C'est fini ». Julien Carrel arrive 20 minutes après l'appel. L'amant d'Élise.
Il transpire, même sous la pluie. Il parle trop vite, coupe les phrases. Julien répète qu'ils allaient partir ensemble. Qu'Élise avait peur, il affirme être parti avant minuit. Mais son téléphone s'est reconnecté au Wi-Fi de la maison à 1h42. Il hésite, puis admet être revenu juste pour parler. Sur son avant-bras, 3 griffures fines. Quand on lui demande, il parle d'un chat. Mais il n'y a pas de chat. Dans sa voiture, de la boue côté passager. Un bouton manquant à sa chemise. Une odeur métallique dans le coffre. Il dit travailler sur des chantiers. Quand on lui demande comment Élise est morte, il détourne les yeux et dit il a dû la pousser. Camille vit au bout du couloir. Petite chambre, lit simple, rideau clair. Elle dit avoir entendu une dispute, un objet brisé et des pas. Elle serait montée voir l'enfant. Elle dit qu'il tremblait. Mais l'enfant ne pleure pas, il était assis. Quand Camille le prend dans ses bras, il murmure « Il est encore là ». Elle lui demande qui. Il pointe le plafond. Dans la machine à laver, une serpillière. Son uniforme. Un t-shirt d'enfant. Tout est humide. Elle dit que le petit a renversé son jus. Mais il ne boit pas de jus la nuit. Sous son lit, des baskets mouillées. Les semelles sont tachées. Un mélange d'eau et de sang dilué. Camille affirme être montée directement à l'étage. Alors pourquoi ses chaussures sont-elles sales? Sur l'historique de son téléphone, blessure, couteau, profondeur mortelle. Temps, rigidité, cadavre. Comment enlever odeur de fer? Elle dit être étudiante en psychologie. Curiosité académique. Quand elle répond au policier, elle regarde Marc. Le lendemain, l'enfant dessine. Un escalier. Une ombre. Une main rouge. Pas une flaque, une main. Il dessine 3 silhouettes. Une grande, une moyenne, une petite. Quand on lui montre des photos, il fixe longtemps Camille. Détourne les yeux face à Julien. Tend la main vers son père. Mais les enfants confondent souvent peur et protection. Les policiers ne parlent plus, ils se regardent. Puis l'un d'eux dit « On extrait les caméras ». Le système de surveillance est centralisé. Salon, couloir, escalier, jardin. Tout est vide, fichier supprimé, écrasé. Quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. Quelqu'un a pris le temps de tout effacer. Toutefois, les policiers ont continué de fouiller les disques. Ils remontent les caches, ils reconstruisent image par image.
Et là, 2 caméras apparaissent, 2 seulement, celle de la cuisine et de la chambre de l'enfant. Comme si l'auteur avait oublié ou voulu laisser quelque chose. Il commence par la chambre. Image nocturne, grain épais. L'enfant est assis sur son lit. Il regarde la porte qui s'ouvre lentement. Deux silhouettes entrent. Un homme et une femme. On ne voit que leur dos, puis ils reculent très lentement, sans jamais lui tourner le dos. Il voulait s'assurer que l'enfant aille bien. Il ferme la porte en temps, il ferme la porte ensuite, laissant l'enfant seul dans sa chambre. Puis retournent au salon pour discuter. Ils parlent longuement avant que l'une d'elles se dirige vers une autre pièce. Dans la salle de visionnage, personne ne parle. Un policier détourne les yeux. Il passe à la caméra de la cuisine. Une silhouette traverse le cadre. Elle hésite, puis regarde autour d'elle. Puis ouvre le tiroir et prend un couteau. Le tient quelques secondes, sa main tremble. Puis elle sort du champ. Zoom sur la caméra. Reconnaissance faciale. Et là, Camille. Dans la salle, personne ne crie, personne ne réagit. Le chef d'enquête ferme simplement les yeux. Camille est arrêtée 2 heures plus tard. Elle regarde ses mains tremblantes. En salle d'interrogatoire, elle est agitée. Elle n'arrête pas de dire le nom de Marc. Le policier réussit à la calmer, puis elle parle d'une voix plate, sans larmes. Elle dit qu'Élise allait partir, qu'elle voulait emmener l'enfant. Elle dit que Marc était détruit car il aimait encore Élise, qu'il ne dormait plus et pensait constamment à Élise et pas à elle. Que Marc répétait que Élise allait tout lui enlever, qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Alors elle l'a fait par jalousie. Elle avait la rage de savoir que l'homme qu'elle aime est encore amoureux de la femme qui est sur le point de le quitter pour un autre. Elle raconte qu'elle l'aimait depuis ses 17 ans, qu'elle le regardait vivre, qu'elle le voyait souffrir. Qu'Élise ne méritait pas ce qu'elle avait, qu'elle ne voyait même pas l'homme qu'elle détruisait. Elle dit que Marc n'a jamais touché le couteau, mais qu'il était là, juste derrière. Elle dit « Il ne m'a pas demandé de tuer, il m'a juste dit qu'elle devait rester. » Puis elle ajoute « Je voulais qu'il me regarde comme elle. » Marc est arrêté le soir même pour complicité, manipulation, entrave à la justice. Mais il nie tous les faits. Il réaffirme qu'il était dans son bureau, que Camille ne disait pas la vérité, qu'il a découvert Élise quand il s'est descendu pour chercher un verre dehors. Mais Camille maintient toujours sa version des faits. Elle réaffirme que Marc était au courant depuis le début. Et juste avant d'être emmenée, elle ajoute une dernière phrase. Elle regarde l'inspecteur et dit « Vous savez ce qui est le pire ?» C'est qu'elle a compris juste avant. Elle savait tout,